Le BDSM peut-il être féministe? Qu'est-ce que c'est que le consentement non consensuel? Et est-ce qu'on peut guérir des traumatismes en pratiquant du BDSM? Eh bien, toutes ces questions et bien plus encore aujourd'hui dans Elle parle, un balado pour découvrir, apprendre ou réapprendre des thématiques liées à la violence basée sur le genre. Je suis votre animatrice Karen Ouassé et aujourd'hui, elle parle de la science du BDSM avec Sophie Doucet. Eh bien, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Sophie Doucet, je suis candidate au doctorat en sciences de la famille à l'Université du Québec en Outaouais. Puis ma thèse porte sur les relations privilégiées des personnes qui pratiquent le BDSM. Donc, en gros, je m'intéresse à comprendre quelles relations sont les plus importantes pour les personnes qui pratiquent le BDSM et pourquoi. Puis avant mon doctorat, j'ai fait une maîtrise en sexologie à l'UQAM. Wow, c'est très intéressant. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais définir ce qu'est le BDSM? Oui, bien, on peut déjà commencer par regarder chaque lettre de l'acronyme. S'il te plaît. Donc, le B, c'est pour bondage. Donc, se faire ligoter ou ligoter quelqu'un. Le D, c'est pour discipline et domination. Le S, pour soumission et sadisme. Et le M, pour masochisme. Donc, en gros, on peut définir le BDSM comme étant un ensemble de stimulations physiques, mais aussi psychologiques, qui sont consensuelles et basées sur une érotisation du pouvoir ou de la douleur dans le but de, ultimement, obtenir une excitation ou une satisfaction sexuelle. Donc, des activités qui pourraient être considérées comme du BDSM, par exemple, ça pourrait être tirer les cheveux, tirer les mamelons, ligoter, bien entendu, le B de l'acronyme, avoir des ordres à suivre, par exemple, ou des règles, ou être la personne qui va s'assurer que ces règles vont être respectées. Donc, un exemple de règle, par exemple, ça pourrait être de ne pas avoir le droit d'avoir d'orgasme sans demander la permission à notre personne dominante. Wow. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui n'est pas du BDSM pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde? Oui, absolument. Bien, lorsque ce n'est pas consensuel, ce n'est pas du BDSM. Important. Donc, dans ce cas-là, je dirais que 50 Shades of Grey n'est pas du BDSM. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont été introduites au BDSM à travers ces livres, mais dans le monde BDSM, on considère que 50 Shades, c'est de l'abus, c'est de la violence conjugale et sexuelle. Parce que, bien, Anna, elle ne connaît pas les risques des pratiques que M. Gray lui propose. Clairement, il est au courant qu'elle n'a jamais pratiqué le BDSM. Pourtant, il ne l'informe pas des risques, il lui met de la pression. Elle dit clairement qu'elle n'est pas à l'aise avec certains trucs, mais il lui met quand même de la pression. Donc, bref, dans le monde BDSM, on ne considère pas 50 Shades comme étant une bonne représentation du BDSM. Puis aussi, certains fétiches qui peuvent être du BDSM ou non, comme par exemple les souliers. Donc, si on est dans un scénario, par exemple, où un homme aime porter des souliers à talons hauts parce que ça le fait se sentir humilié, puis que, par exemple, une femme dominante le force à le faire avec son consentement, là, on est dans du BDSM. Mais quelqu'un qui est juste excité puis qui apprécie sexuellement les souliers, ça ne serait pas du BDSM. Plus du fétichisme. Oui, exactement. OK. Ouh, wow. Est-ce que je suis une experte, moi aussi? Je ne sais pas. Je suis sûre que le sujet sur 50 nuances de Grey, ça c'est le titre en français, est assez mitigé, donc je suis sûre que tu vas avoir des personnes qui ne vont pas être d'accord avec toi. Mais c'est toi l'experte aujourd'hui, donc on va t'écouter. Alors, les termes dom, sub, switch, c'est quoi qui les différencie? C'est quoi les profils psychologiques derrière? Oui, bien dans le fond, un dom, c'est une personne qui accepte consensuellement de recevoir du pouvoir, du contrôle ou de l'autorité dans le cadre d'une relation ou d'une scène BDSM. C'est juste pour être certain qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Une scène, c'est vraiment un moment délimité lors duquel les participants vont adopter un rôle, le temps que des pratiques de nature BDSM aient lieu. Puis sub, plutôt, ça va être une personne qui accepte de se soumettre consensuellement ou d'abandonner son pouvoir dans le cadre, encore une fois, d'une relation ou d'une scène BDSM. Puis switch, ça va plutôt être une personne qui a des intérêts de domination et de soumission, tout dépendamment de son humeur, de son partenaire ou juste du contexte ou de la situation. Ah, OK. Et est-ce que typiquement, les personnes qui se sentent comme étant, qui s'identifient comme étant soumis ou soumises sont typiquement des femmes? Pas nécessairement. Donc, déjà, je commencerai juste par préciser que l'attrait de la soumission, c'est vraiment le lâcher-prise. Donc, de laisser quelqu'un décider pour nous pour un moment, de ne pas avoir à prendre de décision. Puis ça, bien, c'est sûr que ça peut être particulièrement attirant lorsque, dans notre quotidien, on a
constamment à prendre des décisions, à penser à tout. Puis donc, oui, ça peut être attirant pour certaines femmes, la soumission, lorsqu'on prend en considération la charge mentale avec laquelle doivent composer les femmes dans leur quotidien. Oui, exactement. Et donc, d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'une personne va s'identifier comme étant un dominant ou une dominante? Oui, bien, l'attrait principal de la domination, de façon générale, c'est le sentiment de responsabilité qui vient avec le rôle, donc de s'occuper, de prendre soin de quelqu'un qui est en position de vulnérabilité, donc la personne soumise. Puis je dis bien prendre soin parce que le but d'une personne dominante, c'est pas de faire du mal à leur soumis ou leur soumise, mais plutôt de guider cette personne-là pour que cette personne-là puisse atteindre leurs désirs. Puis il y a plusieurs études qui ont démontré que d'occuper, donc endosser le rôle de dominant, va permettre d'augmenter le sentiment de confiance en soi. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, un switch, son rôle va devenir plus dominant, plus soumis à des temps? C'est quoi le switch, ça va vraiment dépendre si cette personne-là va adopter un rôle plus soumis ou plus dominant. Ça va dépendre de son humeur, ce que ça lui tente cette journée-là, mais aussi de son partenaire. Donc, par exemple, moi, je suis une switch, mais je suis qu'une personne qui est seulement dominante. Certainement, je vais adopter un rôle plus soumis. Donc, vraiment, ça dépend vraiment de comment que la personne se sent, dans le fond. D'accord. Et d'après toi, pourquoi les personnes pratiquent le BDSM? Est-ce qu'ils ont des déviances sexuelles? Oui, bien, les études, de façon générale, ont démontré que dans la population, le BDSM, c'est le deuxième fantasme le plus commun, juste après les threesomes ou trip à trois, comme on dit parfois en français. Donc, il y aurait seulement 4 % des femmes puis 7 % des hommes qui n'auraient jamais eu de fantasme de BDSM. Donc, on s'entend, ça ferait vraiment beaucoup de déviants ici. Mais sinon, pour ce qui est des origines du désir de pratiquer le BDSM, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont vraiment portées là-dessus. Puis aussi, c'est quand même assez complexe d'essayer d'isoler d'où vient un désir. Mais ce qu'on sait, cependant, c'est que ce sont des désirs qui sont vraiment intrinsèques. Donc, qui viennent des personnes qui ont ces intérêts-là. Puis d'ailleurs, pour plusieurs personnes qui pratiquent le BDSM, leur désir ou intérêt était déjà présent, bien que non érotisé, pendant l'enfance. Donc, par exemple, il y a des personnes qui rapportent que déjà enfant, ils demandaient à être un peu plus soumis dans les jeux d'enfants, ou même parfois se faire ligoter. Puis pour la majorité des personnes qui pratiquent le BDSM, déjà depuis l'adolescence, ils étaient au courant de leur intérêt. D'accord. Et donc, pourquoi les gens adoptent cette pratique? Est-ce que tu penses que... C'est quoi qu'il y a d'attirant dans ces relations de dominance? Oui, bien, il y a 5 principales raisons qui ressortent de la littérature. Donc, la première, c'est l'intérêt pour les jeux de pouvoir. Donc, le fait de donner, d'échanger ou de prendre du pouvoir, c'est quelque chose qui est considéré comme étant sexuellement excitant pour la majorité des personnes qui pratiquent le BDSM. Puis d'ailleurs, ce serait la moitié de la population qui trouverait ça aussi sexuellement excitant, selon les études, avec près de 3/4 de ces personnes qui se disent intéressées dans le futur à adopter des comportements de soumission ou de domination pendant les rapports sexuels. Ensuite, la deuxième motivation qui ressort vraiment de la littérature, c'est les états de conscience modifiés qui peuvent être engendrés par la douleur. Donc, on sait qu'une stimulation douloureuse, prolongée et consensuelle semble induire des effets d'analgésie puis d'euphorie, un peu comme la course, par exemple, si on veut, parce que la douleur physique est associée... Il y a un grand saut, hein? Oui, mais les deux, l'endorphine qui vient jouer un rôle ici. Donc, les deux, il y a de la douleur physique, ça vient, c'est ça, créer la sécrétion d'endorphine, puis l'endorphine joue un rôle analgésique, mais aussi euphoriant. Donc, il y a quand même un lien à faire entre les deux, même si ça peut sembler moins évident. J'ai essayé de te perdre, mais je vois que tu suis très bien. Sinon, la troisième motivation qui est recensée, c'est vraiment le désir d'atteindre un état de pleine conscience, de méditation, de relaxation, parce que le BDSM, tout comme n'importe quelle activité qui demande vraiment à se concentrer et à être attentif, comme par exemple jouer aux échecs ou au tennis, bien justement, ça force les gens à être attentifs au moment présent. Puis il y a des personnes qui pratiquent le BDSM qui vont rapporter des bénéfices psychologiques similaires à ceux qu'on va associer à la méditation ou au sport, comme par exemple une concentration plus élevée, une activité mentale moindre, un fort sentiment de relaxation, puis aussi une attention sur le moment présent. Puis ensuite, la quatrième motivation, ça va être de considérer le BDSM comme un hobby, donc comme un loisir. Donc, le BDSM nécessite de faire des apprentissages, comme par exemple le bondage, comment est-ce qu'on fait pour attacher quelqu'un, quel nœud est-ce qu'on utilise. Puis ça, tout comme n'importe quelle activité de loisir traditionnelle, c'est associé à un développement de ses compétences, puis aussi ultimement un développement de soi, puis une réduction du stress. Puis finalement, la dernière motivation, c'est l'excitation sexuelle.
parce que... On y vient? Oui, mais c'est important de comprendre qu'il n'y a pas tout le temps de la sexualité génitale qui est présente dans le BDSM, mais quand même, de façon générale, on va considérer que le BDSM, c'est une activité sexuelle ou du moins érotique qui va plaire à plusieurs. D'accord. Intéressant. J'ai des pensées un peu partout, donc on ne va pas se perdre. Depuis évidemment longtemps, depuis que j'imagine que ça existe, dans les cercles féministes notamment, le BDSM est sujet de beaucoup de débats. Est-ce que tu peux plus ou moins nous donner un survol des différentes thématiques ou des positions féministes sur ce sujet? Oui, absolument. Bien, je dirais qu'il y a deux positions principales. Donc, il y a certaines féministes qui vont considérer le BDSM comme une expression féministe de la liberté sexuelle, tandis que d'autres féministes vont plutôt considérer que le BDSM renforce le patriarcat et va donc être contradictoire aux féministes. Puis dans cette deuxième position-là, on est un peu dans des scénarios où on présume que ça va être la femme qui va être soumise et l'homme dominant. Or, comme on l'a abordé, c'est pas toujours le cas. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ces débats? Oui, bien, je dirais que toute interaction sexuelle qui est axée sur le plaisir mutuel est déjà bien loin de la vision patriarcale et misogyne du sexe. Définitivement. Oui, parce que, donc, j'irais même jusqu'à dire que la soumission féminine, dans le cadre du BDSM, va venir perturber plutôt que soutenir les récits un peu plus hétéronormatifs et patriarcaux sur la sexualité, parce que... Évidemment, les hommes soumis... oui, effectivement. Puis même lorsque c'est la femme soumise, je veux dire, le patriarcat va exiger que les femmes se soumettent aux hommes, on s'entend, mais cette soumission-là va se faire contre leur gré. Puis dans ces circonstances-là, leur plaisir, leur sécurité ne sera pas importante. Tandis que dans le BDSM, on va plus être dans des circonstances artificielles que les femmes soumises ont elles-mêmes conçues, puis dans lesquelles leur plaisir est primordial. Ben oui. Oui, parce que c'est vraiment important aussi de comprendre que dans les scénarios BDSM, la personne qui est soumise, que ce soit un homme ou une femme, c'est la personne qui va avoir le plus de contrôle parce que c'est la personne qui peut mettre un terme à l'action à n'importe quel moment, notamment par l'utilisation de safe words ou mots de sécurité en français qui va complètement arrêter l'action. Puis d'ailleurs, tout ce qui va se passer dans une scène a été convenu, a été défini par tant la personne dominante que la personne soumise. Donc, c'est pas juste le dominant qui décide tout ce qui va se passer. La personne soumise peut clairement dire ce qu'elle souhaite qu'il se passe, mais aussi ce qu'elle souhaite qu'il ne se passe pas pendant la scène. OK. Si on revient sur 50 nuances degrés, il y avait un contrat dans le film. Je sais pas dans les livres, mais il y avait un contrat dans les films. Donc, mais on ne discute pas des risques. Ah oui, c'est il y a vrai. de l'alcool impliqué quand il négocie. C'est vrai, c'est dans le noir et la lumière. Il la touche pendant qu'elle... Non. Ah oui, ah oui. Bon, mon exemple, il fonctionne pas. Et tantôt, tu as parlé du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches là-dessus, mais les connaissances scientifiques sur ce sujet, elles existent? Est-ce qu'il y en a? Il y en a peu, mais il y en a quand même. Donc, notamment, il y a plusieurs ouvrages qui sont écrits par des féministes qui pratiquent le BDSM puis qui vont raconter leur expérience. Puis pour plusieurs de ces femmes-là, leur soumission va être une partie intégrante de leur féminisme à cause que ça leur permet de faire preuve d'agentivité dans leur sexualité. Puis pour ceux que ça l'intéresse, personnellement, moi, je recommande l'ouvrage Thinking Kink de Katherine Scott, qui est une femme, une féministe qui pratique le BDSM. D'accord. Écoute, moi, je t'entends parler et je comprends exactement tout ce que tu dis. Et je suis plus ou moins même d'accord. Je trouve que ça a l'air vraiment très sain. Mais j'imagine qu'il y a quand même des personnes qui vont continuellement penser que c'est à la fin de la journée, le BDSM, c'est violent. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes-là? Oui, bien, je dirais que la caractéristique qui permet vraiment de distinguer le BDSM de l'abus, donc de la violence, c'est le consentement. Donc, tout ce qui va se passer au sein d'une scène a été convenu, puis ça a été défini pour que ce soit mutuellement bénéfique. Donc, j'ai un peu envie de dire, oui, il y a des pratiques qui peuvent sembler violentes, mais c'est pas de l'abus puisque c'est consensuel. Puis comme on l'a déjà mentionné, souvent, les désirs se manifestent très jeunes. Vraiment, de l'intérêt, les désirs de pratiquer le BDSM. Puis donc, ça va être extrêmement bénéfique pour ces personnes-là, si c'est fait de façon consensuelle, on s'entend, d'arrêter de fantasmer puis de passer à l'action. Alors, tu as mentionné à quelques reprises maintenant l'importance du consentement dans le BDSM. Quels sont les mécanismes ou les règles qui sont en place pour s'assurer qu'il soit constant?
Oui, bien, les éléments que j'ai déjà mentionnés par rapport à ça, c'est bien entendu l'utilisation des mots de sécurité, mais aussi la négociation. Mais j'aimerais ça un petit peu élaborer un peu plus sur la négociation. Donc, qu'est-ce qui est important de prendre en considération? Donc, bien entendu, c'est important de communiquer ses désirs, donc de dire ce qu'on veut, mais c'est surtout important d'être très, très clair au niveau de ses limites. Donc, des trucs qu'on ne veut pas du tout qui se passe pendant la scène. Puis quand je dis que c'est important d'être clair, c'est parce qu'on ne peut pas, par exemple, en tant que personne soumise, dire à notre personne dominante « je veux A, B, C » et penser que la personne dominante va donc comprendre, par exemple, que X, Y, Z sont des limites à ne pas franchir. Parce qu'il est possible que la personne dominante, elle, ce qu'elle va entendre, c'est « Ah, OK, A, B, C doivent absolument se retrouver dans la scène, mais X, Y, Z sont aussi possibles puisque ce ne sont pas des limites. » Puis j'ajouterais aussi que c'est vraiment, vraiment important de s'éduquer sur les risques des pratiques que peuvent comporter certaines pratiques qu'on souhaite avoir. Donc, c'est vraiment important de faire ses propres recherches, d'en discuter aussi avec nos partenaires. Ben oui. Et quel est l'effet immédiat après une scène de BDSM? C'est vraiment un sentiment de bien-être. Donc, comme on l'a déjà abordé, le BDSM peut engendrer un effet de pleine conscience, de relaxation, même de méditation, puis de l'endorphine qui joue bien entendu un rôle ici, donc qui va avoir un effet euphorisant. D'accord. Et les impacts à ce moment-là, à long terme, est-ce qu'ils sont constants? Ils sont dans cette même veine-là? Est-ce que c'est juste du bien-être? Oui, absolument. Ça va vraiment avoir une augmentation du bien-être de façon générale chez les personnes qui pratiquent le BDSM lorsqu'elles commencent à pratiquer. Puis notamment ça, bien, ça s'explique par tous les éléments qu'on a mentionnés avant, mais aussi parce que, encore aujourd'hui, le BDSM est largement stigmatisé dans notre société. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont ces intérêts-là, qui vont ressentir de la honte puis de la culpabilité. Puis le fait de passer à l'acte, bien, ça veut dire qu'on rencontre d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts. Donc, ça fait aussi en sorte qu'on va se sentir moins isolé, plus compris, plus accepté. Donc, les études vont montrer qu'il va y avoir une augmentation de l'estime de soi, puis de la confiance en soi, puis une diminution de ces sentiments-là de culpabilité puis de honte. D'accord. Même pour les personnes, parce qu'il n'y a pas de personnes qui vont se sentir comme s'ils vivent une double vie? Ça aussi, oui, effectivement, ça malheureusement, c'est possible. Mais on voit que quand même, ces personnes-là qui ont l'impression de vivre une double vie, qui ne peuvent pas parler ouvertement de leur vie BDSM, vont avoir un bien-être général plus élevé que les personnes qui essayent juste de refouler ça complètement. OK. Donc, c'est mieux que rien du tout. Exactement. À la fin de la journée. C'est pas parfait, mais oui, c'est mieux que rien. D'accord. Et donc, d'après toi, comment est-ce que les pratiquants s'assurent que la pratique du BDSM soit sécuritaire et apporte du bien-être pendant et aussi après l'acte? Bien, la sécurité, ça passe vraiment par la négociation puis les mots de sécurité. Donc, dans le monde BDSM, un manque de communication sur ses désirs, mais aussi sur ses limites, la violation du mot de sécurité ou le non-respect des limites, ça va venir signaler la présence d'abus. Puis, concernant le bien-être, bien, le BDSM met toujours l'emphase sur le besoin de soins, mais aussi d'éducation au sein de toute dynamique BDSM. Donc, il y a toujours un devoir de respecter la personne avec laquelle on joue. Puis, une fois le jeu terminé, nécessairement, automatiquement, on doit toujours tomber dans la pratique de l'aftercare. Donc, ça, c'est une pratique qui consiste à vérifier que tout le monde va bien, à se faire des câlins, à discuter de ce qui vient de se passer aussi. Puis ça permet une clôture de la scène, puis de ramener tout le monde à un état d'équilibre aussi après avoir vécu des sensations intenses. Wow! OK. Et donc, tout de même, est-ce que la pratique de BDSM, elle ne va pas causer des traumatismes aux personnes qui la pratiquent? Oui, bien, il faut se rappeler que le BDSM se doit d'être consensuel. Sinon, Évidemment. on tombe dans l'abus. Donc, je dirais que de réaliser ses désirs, qui sont souvent des désirs profonds, qui sont manifestés très jeunes, de façon consensuelle, peu importe c'est quoi la pratique, ne causera pas de traumatisme. Le traumatisme va plutôt venir si on sort du BDSM. Puis là, on tombe dans l'abus, justement, la violence, l'agression sexuelle. Mais réaliser ses désirs de façon consensuelle en soi ne semble pas être traumatique, ou du moins, il n'y a aucune étude qui va dans ce sens-là. OK. Et donc, aussi, d'après toi, parce que, évidemment, dans ce monde-là, nous, on entend parfois comment les personnes qui ont eu des traumatismes enfants ou un peu plus âgés vont tendance à justement pratiquer du BDSM un peu pour comme un mécanisme d'adaptation, pour faute de meilleurs termes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ta recherche, est-ce qu'il y a des recherches qui sont d'accord là-dessus?
Oui, c'est vrai, il y a quelques recherches sur le sujet qui affirment que des personnes qui, dans leur processus de guérison suite à un traumatisme, vont se tourner vers le BDSM, puisque, comme on a mentionné, les activités BDSM ont été convenues, définies à l'avance, on peut arrêter l'action à tout moment. Donc ça fait en sorte que les personnes peuvent se sentir en contrôle, aussi explorer leurs propres sentiments de sécurité, d'agentivité dans un contexte contrôlé. Ça, c'est particulièrement bénéfique parce qu'on sait que les traumatismes viennent d'événements qui sont hors de notre contrôle. Oui. Puis aussi, c'est particulièrement important, plus spécifiquement pour les personnes qui ont vécu un traumatisme sexuel, de se sentir en contrôle de son corps et de son environnement. Puis le BDSM peut aider avec ça. Et c'est effectif? Bien, il y a très peu d'études vraiment là-dessus. Donc, ça semble, selon le peu d'études, je peux dire oui, ça semble effectif, mais il y a tellement peu d'études que je ne peux pas affirmer avec certitude que c'est le cas, mais le peu d'études, il y a des personnes qui ont été interviewées à ce sujet-là. Ces personnes-là disent que oui, ça a été bénéfique pour elles. D'accord. Mais d'après toi, quels sont les risques? Bien, je dirais que c'est vraiment important d'avoir recours à ces pratiques avec des personnes de confiance. Parce que c'est possible qu'on puisse vraiment venir toucher un trigger, que la personne puisse revivre son traumatisme, paniquer, avoir des flashbacks. Donc, c'est vraiment important, dans des scénarios comme ça, de ne pas juste parler, oui, de façon plus générale, de ses limites et de ses besoins, mais vraiment de parler de ses triggers, essayer de prévoir qu'est-ce qui devrait être fait si jamais on vient en toucher un, puis surtout prévoir qu'est-ce qui devrait être fait comme aftercare, pour s'assurer que la personne qui va potentiellement revivre son traumatisme se sente respectée puis aimée après la scène. OK. Donc, c'est un peu touchy quand même. Ça reste un peu... Quand même, oui. Très bien. Très clairement, tu nous as expliqué à plusieurs reprises à quel point le BDSM est sécuritaire. Mais il existe quand même toute une catégorie d'activités appelées comme edge play ou knife play, où on joue avec le feu, où il y a des risques jusqu'à l'asphyxion. Oui. Comment on peut considérer ces formes de BDSM sécuritaires? Bien, encore une fois, je mettrai l'emphase sur le besoin de s'éduquer sur les risques des pratiques. On en revient à l'éducation. Mais on s'entend que même avec l'éducation, cependant, il y a certaines pratiques qui demeurent dangereuses. Ben oui. Donc, en 2021, il y a une revue de la littérature qui a été publiée qui a recensé que 88% des décès liés au BDSM sont causés par une méconnaissance des bonnes techniques d'asphyxie érotique. Donc, quand je parle de décès ici, on parle de 17 décès non intentionnels. C'est pas un chiffre énorme, mais c'est quand même beaucoup trop, on s'entend. Donc, il y a des pratiques qui sont très, très risquées. Puis quand je dis qu'il faut s'éduquer sur ces pratiques-là, c'est pas juste aller lire un petit peu sur Google. Donc, notamment, si on regarde l'asphyxie érotique, puis qu'on va sur Google pour savoir quoi faire, on va nous dire qu'il faut mettre la pression sur le côté du cou et non sur le devant. Mais il faut savoir beaucoup plus que ça. Il faut vraiment connaître l'anatomie du cou, vraiment savoir mettre la pression. Il ne faut pas juste étrangler la personne. Donc ça, c'est pas des pratiques que, bien entendu, je recommande à tout le monde, mais seulement aux personnes qui ont beaucoup d'expérience puis qui ont fait beaucoup de recherches ou qui ont suivi des ateliers, par exemple. Puis c'est des pratiques aussi qui sont dangereuses parce qu'on peut penser, OK, j'ai suivi le petit guide, j'ai mis la pression sur le côté du cou et non sur le devant, mais c'est aussi une question de la durée. Donc, on va avoir la pratique. Donc, ça peut être le plus difficile à déterminer parce qu'on peut penser, la personne semble bien aller après, mais parfois, les séquelles vont arriver des mois, des années plus tard. OK. OK. Mais il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. OK, d'accord. D'où l'importance de s'éduquer. Exactement. Et donc, il y a une autre pratique qui est super populaire, entre parenthèses, beaucoup de sarcasme, chez les femmes féministes, la pratique de non-consentement consenti. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien le non-consentement consenti, ça implique qu'un partenaire va jouer le rôle d'une personne non consentante, tandis que l'autre partenaire va jouer le rôle d'un dominant ou d'un agresseur. Donc, on peut penser ici, le classique, ce serait une scène de viol, donc dans laquelle une personne se fait violer par une autre. Cependant, c'est important de comprendre que ces pratiques-là n'ont rien à voir avec de la vraie violence sexuelle. Donc, c'est des pratiques qui ont été négociées, qui sont consenties, qui sont désirées. OK. Puis l'attrait ici, c'est vraiment d'éprouver des sensations intenses dans un contexte contrôlé. Ces personnes-là ne souhaitent pas être violées ou quoi que ce soit. OK. D'accord. Et d'après toi, vu mon visage un peu, est-ce qu'il y a des profils typiques de personnes, justement, qui sont attirées par cette pratique? On pourrait penser
que ce sont des personnes qui ont déjà vécu des expériences de violence sexuelle par le passé, parce qu'il y a quelques études qui vont dans ce sens-là, mais il y a tellement peu d'études que je ne peux pas affirmer ça avec certitude. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont été faites sur les fantasmes qu'ont les gens. C'est un fantasme qui ressort quand même assez souvent, de façon générale. Ouais. Je t'avouerais que je ne suis pas totalement surprise, j'en ai entendu parler avant. Mais d'après toi, l'impact sur la personne qui joue le rôle de soumission dans ces scénarios, il est comment? Bien, je dirais pour les deux, tant la personne soumise que la personne dominante, dans ces scénarios-là, l'attrait, si on veut, ou le plaisir vient vraiment d'un désir d'avoir justement un plaisir qui va être accru. Donc, d'avoir l'impression qu'on est complètement ou pas du tout en contrôle. Donc ça va faire en sorte que les deux, peu importe quel rôle qu'on a, on va ressentir vraiment des sensations fortes, mais dans un contexte contrôlé dans lequel il est possible de se sentir en sécurité. Parce que dans ces scénarios-là, la personne soumise, la personne qui se fait violer, peut arrêter tout à n'importe quel moment. Donc, c'est important de prendre ça en considération. Puis aussi, on sait, il y a des recherches qui ont déjà démontré que dans notre système nerveux, la peur et la douleur vont provoquer des réponses similaires à l'excitation sexuelle. Donc, ces pratiques-là viennent un peu amplifier tout ça. Puis, il y a certaines personnes qui adoptent ces pratiques qui vont décrire ça comme des sports extrêmes sexuels. OK. Ouais. En fait, en gros, ce sont des scénarios. Oui. Dès qu'on sait que c'est fictif, ça enlève totalement toute la surprise d'une véritable violence sexuelle. Absolument. Les personnes qui jouent le rôle de dominant dans ces scénarios, est-ce qu'ils sont à risque plus élevé d'être violents en dehors de la scène? Il n'y a aucune étude qui va dans ce sens-là parce que la personne dominante, vraiment, elle fait ce que la personne soumise lui a demandé. Puis le plaisir, il vient du fait que la personne dominante, elle sait qu'elle ne fait rien contre le gré de la personne soumise. Puis aussi, la violence est limitée au moment de la scène. Tout de suite après, on tombe dans l'aftercare, dans l'intimité, dans l'affection. C'est un peu comme si le dominant était le soumis, la soumise. La ligne, elle n'a pas l'air très, très droite. Et alors, d'après tout ce que tu nous as dit, on a compris maintenant que lorsqu'on pratique le BDSM et les fétichismes qui sont accompagnés, il y a toute une gamme de pratiques qui sont associées. D'après toi, et selon le peu de recherche qui existe, est-ce qu'il y a des pratiques qui sont plus malsaines que d'autres? Bien, je dirais non. Donc, peu importe c'est quoi la pratique, c'est quoi le fétiche, si c'est quelque chose, vraiment un intérêt profond chez la personne, souvent que ça fait longtemps, qu'elle a des fantasmes à ce sujet-là. Donc, réaliser concrètement ces désirs-là, ça va toujours dans les recherches être associé à une augmentation du bien-être pour ces personnes-là. Mais encore une fois, c'est important que ce soit réalisé de façon concrète, consensuellement. D'accord. Et y a-t-il une façon de prévenir la violence dans les relations BDSM? Oui, bien c'est encore une fois vraiment important de discuter de nos désirs, mais aussi de nos limites. Puis j'ajouterais que c'est vraiment important de comprendre que tout le monde a des limites. Parce que parfois, on va voir les personnes qui sont un peu plus nouvelles dans le monde BDSM, les personnes soumises qui vont se dire « je ne devrais pas imposer de limites à ma personne dominante, cette personne-là est en charge ». Mais non, tout le monde a des limites, puis c'est vraiment normal. Aussi, bien entendu, établir un safe word, vraiment négocier sur les pratiques, c'est très important, puis ça peut aider à prévenir justement la violence ou que les gens ne comprennent pas trop ce que l'autre veut dire ou pas. Puis aussi, c'est sûr que pratiquer avec des personnes de confiance, aussi c'est toujours recommandé, mais je dirais le plus important, c'est la communication. Donc, si une personne ne se sent pas à l'aise de communiquer ouvertement puis aller en détail en lien avec ses désirs et ses limites, je dirais peut-être que cette personne-là n'est pas prête à sauter le pas dans le BDSM. OK. J'espère que les personnes ont compris. Tantôt, tu as parlé d'un livre de Catherine Scott. Est-ce qu'il y aurait d'autres ressources pour les personnes qui s'intéressent à pratiquer le BDSM et qui nous écoutent et qui puissent le faire de manière éthique? Oui, la communauté BDSM, c'est vraiment une source incroyable d'informations. Donc, il y a des workshops ou des ateliers lors duquel des praticiens qui ont plus d'expérience vont enseigner certaines pratiques ou certaines techniques. Donc, notamment, on peut penser au bondage, qui existe un peu partout, notamment à Ottawa. C'est super facile de trouver l'information sur ces ateliers-là sur FetLife, qui est le plus grand réseau social pour les adeptes de BDSM. Okay. Aussi, vous allez peut-être dire que je prêche un petit peu pour ma paroisse, ayant moi-même une maîtrise en sexologie, mais on peut toujours consulter un ou une sexologue qui a une expertise sur le BDSM.
Puis d'ailleurs, présentement, il y a Sexualis, qui est une plateforme de sexologie en ligne qui offre une formation sur le BDSM qui s'adresse au grand public en français pour 30 $. OK. D'accord. J'espère que vous avez pris des notes. Eh bien, Sophie, parmi les membres de notre auditoire, on va avoir des intervenantes féministes, notamment qui font à voir avec les victimes de violences, notamment d'abus sexuels. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'elles puissent faire la différence entre l'abus et le BDSM? Oui, bien, les 3 principales caractéristiques qui permettent de distinguer le BDSM de l'abus, c'est bien entendu le caractère volontaire des pratiques BDSM, mais aussi la possibilité de retirer son consentement sans crainte de représailles, puis l'accès à de l'information et de l'éducation sur le BDSM. Donc, je ne peux pas le dire assez, c'est vraiment important que les personnes, pour être en mesure de consentir pleinement, connaissent les risques des pratiques. Sinon, pour distinguer si on est dans le BDSM ou de l'abus, il y a des questions, par exemple, qu'on peut poser à une personne si on n'est pas trop certain, du genre, est-ce que tes besoins et tes limites sont respectés? Est-ce que tu peux dire non sans crainte? Puis, est-ce que, de façon générale, ta relation est basée sur la confiance et le respect mutuel? Donc ça pourrait être des exemples de questions. Puis aussi des indicateurs physiques. Qui peuvent aider à faire la différence. Donc, par exemple, dans le cadre de pratiques BDSM, c'est très rare que va résulter des ecchymoses au visage ou des marques défensives sur les avant-bras. Donc, de façon générale, les parties du corps qui vont être marquées, ça va être des zones qui vont être un petit peu plus charnues, puis donc qui vont pouvoir résister à une stimulation intense, comme par exemple le haut du dos, les seins, les cuisses, les fesses. Puis aussi, de façon générale, les marques qui vont résulter de violences et d'abus vont avoir tendance à être un petit peu plus aléatoires, puis pas se concentrer sur une partie du corps, tandis que les marques de pratiques BDSM vont un peu suivre un modèle, si on veut, elles vont être un peu plus bien définies, puis surtout, elles vont suggérer que la personne est restée immobile pendant l'acte. Puis là, c'est important, cependant, de préciser, je ne suis pas en train de dire que c'est des règles qui s'appliquent à tous les cas puis à tous les coups. Pas du tout, mais ce sont des lignes directrices qu'on peut prendre en considération. Puis ce que je dis, c'est que c'est important de prendre en considération que oui, c'est possible. Si par exemple, une femme se présente devant vous, elle a un peu un décolleté, puis on peut voir des ecchymoses sur ses seins, c'est possible que ces marques résultent de pratiques BDSM. Puis non, c'est pas malsain, parce que comme je l'ai déjà mentionné à de nombreuses reprises, le BDSM se doit d'être consensuel. Donc, ce que je dis, c'est que si on demande à la personne puis elle dit que c'est du BDSM, il ne faut pas juste se dire non, c'est impossible. Oui, c'est possible que ce soit du BDSM puis que ce soit consensuel. Wow, très bien. Eh bien, plus généralement, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les femmes qui pratiquent le BDSM? Bien, notamment, il y a de nombreuses femmes qui pratiquent le BDSM qui sont victimes d'agressions sexuelles lors d'une scène qui vont tout simplement refuser de parler de leur expérience par peur de devoir dévoiler des détails de pratiques consensuelles qui ont lieu pendant la scène, mais qui pourraient paraître aux yeux des intervenants ou des intervenantes comme de l'abus, puis donc venir les discréditer. Donc, comme par exemple, avoir accepté de se faire frapper au visage. Donc, tout ce qui est non consensuel, on s'entend, ça c'est de l'abus, mais ce qui est consensuel et violent dans le cadre de pratiques BDSM, ben c'est du BDSM, c'est consensuel, c'est pas nécessairement de l'abus. Puis aussi, c'est vraiment important que les intervenants, les intervenantes en violence sexuelle soient capables de faire au moins une distinction de base entre le BDSM et les abus, parce que les survivantes de violences sexuelles qui pratiquent aussi le BDSM, parfois, ça se peut qu'elles aient de la difficulté à expliquer c'est quoi la différence, elles sont pas trop habituées, elles ont peur qu'elles vont se faire juger. Donc, si on veut pouvoir aider ces femmes-là, il faut être en mesure d'avoir une compréhension au moins de base du BDSM, si on veut qu'elles se sentent à l'aise de dévoiler des détails de leur expérience. Puis aussi, je dirais, pour soutenir les personnes qui pratiquent le BDSM, tant les victimes, les survivantes de violences sexuelles que juste de façon plus générale, les personnes qui pratiquent le BDSM, je dirais que c'est important de faire preuve d'ouverture d'esprit, puis de ne pas nécessairement tomber dans le jugement, puis surtout de ne pas tenter de créer un problème à tout prix à partir de quelque chose qui n'est pas problématique pour les personnes qui le pratiquent. Parce qu'on voit des fois dans les études, ça ressort que des personnes qui pratiquent le BDSM rapportent que les professionnels vont lier tous leurs problèmes au BDSM. Donc, si ces personnes-là, je ne sais pas, elles sont anxieuses, elles sont dépressives, elles ont des problèmes dans leur couple, bien là, elles vont se faire dire « Ah, c'est à cause du BDSM ». Alors que, comme on en a parlé vraiment longuement aujourd'hui, de façon générale, le BDSM va être très bénéfique et avoir des effets positifs pour les personnes qui le pratiquent.
Ouais, je comprends. Ben, merci Sophie. Merci. Eh bien, nous vous remercions de nous avoir écoutés et regardés. Et nous remercions aussi les studios de Livestream Junkies dans lesquels nous avons enregistré. Et pour toute information supplémentaire, veuillez vous rendre sur actionontarienne.ca.